Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. 8h30, 9h, votre magazine Tendance Confidence avec son sous-titre Au cœur de la vie. Au cœur de la vie d'un livre, au cœur de la vie d'une personne qui s'appelle Bénédicte de Linchin. Bonjour. Bonjour. Quelques mots pour vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest. Alors, je suis conseillère conjugale et familiale et depuis 10 ans, je reçois des couples, des familles ou des personnes qui veulent travailler sur leur relation familiale et leur relation conjugale. Donc, je me suis formée à ce métier et j'ai en plus une formation sur la gestion de conflits et la communication non violente. Et puis, de manière providentielle, je suis allée, parce que j'en avais bien besoin, découvrir ce que c'était que l'estime de soi et la connexion à son intériorité. Et je suis aussi certifiée par l'association internationale Estimam pour animer des ateliers d'estime de soi et du soi partout en France ou faire des conférences à la suite ou avec la pédagogie de Jean Montbourquette, psychologue canadien. Parfois, il est difficile d'exprimer ce que l'on ressent, y compris au sein d'un couple. Donnez-nous quelques expressions empruntées au langage populaire qui peuvent traduire ce que l'on peut ressentir. Dans le langage populaire, on connaît très très bien toutes les expressions liées au mal-être physique. J'en ai plein le dos, j'ai les poils qui se hérissent, j'ai mal au ventre, j'ai l'intestin en compote. Donc nous savons très bien que notre corps manifeste ce que nous ressentons. On dit parfois qu'il y a plus de violence masculine que féminine parce que les hommes manquent de mots pour exprimer leurs émotions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien. Ça veut dire qu'ils manquent de mots pour exprimer leurs émotions, mais parfois aussi qu'ils sont clivés. Clivé, c'est un méchant mot pour dire saucissonner, c'est-à-dire je ne suis pas connectée à ce que je ressens. C'est comme s'il y avait un espèce de mur entre mon cerveau, c'est l'intelligence rationnelle, et mes tripes, le siège de mes émotions, mon intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça que dans mon cahier coach, là, j'ai mis des listes d'émotions et de sentiments, parce que j'expérimente que plus on arrive à nommer ce qu'on ressent, finalement, plus on peut en faire quelque chose. Et puis les émotions, c'est un peu comme un bon cocktail dans un bar à cocktail. Il n'y a pas juste un ingrédient, mais il y a plusieurs ingrédients qui se mélangent et ça fait un goût absolument unique. Donc c'est pas un peu de curaçao, un peu de jus de citron et un peu de je sais pas quoi. C'est je ressens un peu de peur, un peu de joie et un peu de sentiment d'insécurité à l'approche de ma promotion, par exemple. Alors ça peut être utile en période de confinement ou de déconfinement. Quelques mots sur les ateliers que vous organisez pour favoriser la communication. Ah oui, moi j'aime beaucoup organiser des ateliers. Jean Montbourquette dit on ne peut changer en nous que ce qu'on accepte. Donc c'est la première chose, c'est avec humilité reconnaître ce qui est un frein chez moi et ce que j'ai envie de changer. Mais ensuite, c'est comme un atelier cuisine ou le ski. Vous n'avez pas appris à faire du ski ou à jouer au ping-pong en regardant uniquement des vidéos ou à faire la cuisine dans un livre. Vous avez appris à faire la cuisine en mettant la main dans la pâte et vous avez eu envie de refaire un gâteau parce qu'il était réussi. On met la main dans la pâte, on accepte de se changer en profondeur et on a envie de continuer parce qu'on expérimente à quel point ça fait du bien. Donc c'est pas de la théorie, c'est de l'expérimentation. Un mot, un métier qui est à la mode, celui de coach, que nous pourrions traduire par entraîneur. Vous êtes l'auteur d'un livre, Bénédicte de Linchin, qui est un cahier coach pour les couples. Quelques mots sur ce projet qui est devenu réalité. En fait, il y a une phrase de, je sais plus quel roman qui dit « Si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi ». Moi, c'est un peu ma réponse. C'est « Si tu ne vas pas au conseil conjugal, le conseil conjugal ira à toi ». Et j'ai eu envie de m'inviter chez les gens qui n'ont pas les moyens d'aller consulter un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple parce que ça coûte cher. Je voudrais que mon livre, ce soit un starter, un tremplin pour renouer le dialogue. Ils peuvent le feuilleter, se balader dedans exactement comme un site internet et ils vont en faire leur miel. Ils vont dire « Ouais, ça me plaît bien ». Vous savez, il y a des gens qui prennent le blablacar pour avoir des occasions de parler. Moi, je propose des blabla couples. Avec les différents chapitres de votre livre, quelle est l'architecture que vous avez voulu donner à votre ouvrage littéraire ? En fait, pour chaque chapitre, il y a une phrase sympa, ces espèces de petites pépites de vie qu'on peut garder. Il y a quelques lignes de théorie, parce que j'ai écrit ce cahier pour les gens qui n'aiment pas lire. C'est un défi que m'a lancé un couple que je recevais en conseil conjugal. Et puis, il y a surtout de la mise en pratique. Alors, comme les gens me disent, oui, mais ma femme veut pas ou mon mari veut pas, il y a des défis perso. Parce que vous savez, un couple, c'est de la systémie. Au foot, si dans mon équipe, je vais modifier ma manière de passer la balle, et ben finalement, ça va jouer sur le jeu de toute mon équipe. Un couple, c'est pareil. Un défi perso, ça va faire bouger mon couple. Il y a aussi des défis couples, parce que c'est des team building. Il y a à la fin du livre, peut-être ma rubrique préférée, c'est « Je me félicite ». C'est très important de pouvoir se dire, on n'est pas un couple parfait, on n'est pas comme les Dupont ou les je sais pas quoi qu'on imagine parfait, alors que c'est pas vrai, mais on a réussi ça, et ça, on l'a mis en place.
Et ça, on peut être content. Vous savez, comme les petits enfants qui ont leur coupe de sport sur leur étagère au-dessus de leur bureau. Et on est très content de regarder ces coupes de sport parce que ça nous rappelle nos performances et ça nous remonte le moral quand le reste va très mal. Et ben, dans notre vie conjugale, c'est pareil. Vous êtes des héros. On n'a appris nulle part à vivre en couple. On idéalise totalement la vie de couple, on idéalise son conjoint, mais le jour où les 12 coups de minuit sonnent et que Cendrillon se retrouve avec ses oripeaux et que le carrosse se retransforme en citrouille, bah, le problème c'est qu'on la garde à la maison. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et cette désidéalisation qui est commune à tous les couples, c'est vraiment un passage terrible. Et c'est pour ça que je trouve que les couples sont des héros. Et j'avais envie de les encourager, de les faire rire, de leur permettre de prendre du recul pour leur donner des outils à la fois ludiques et profonds pour continuer à construire leur bonheur. Mais est-ce que c'est la bonne personne avec qui je vais me marier? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Pour vivre dans l'engagement toute une vie à l'heure où on a aussi une télécommande dans les mains et on passe non seulement d'une chaîne à une autre chaîne de télévision, mais aussi parfois d'une personne à une autre. Mon couple, il sera ce que je vais en faire. Et ce qui fait un couple, c'est la volonté de durer. Donc je n'aurai jamais la certitude que c'est la bonne personne, je ne sais pas si elle existe. Mais ce que je sais, c'est qu'avec un certain nombre d'outils, avec beaucoup d'amour et de la bonne volonté, je peux construire une relation qui rende l'autre heureux. Mais est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que l'autre est la bonne personne? Est-ce que ce serait pas finalement une autre manière de réfléchir que de se dire comment moi je peux être la bonne personne pour l'autre? Est-ce que vous mettez en pratique ce qu'il y a dans votre livre par rapport à votre propre couple? Ah oui, j'essaye. Sauf qu'on n'est jamais allé voir de conseiller conjugal. Et quand je me dispute avec mon mari, je lui dis « Et quand je pense que les autres couples vont voir un conseiller conjugal ?» Et là, on m'entend dans tout l'immeuble. Mais à part ça, je crois que le reste, oui, je m'y colle. Parler de couple, c'est aussi parler de fiançailles, éventuellement de mariage, à la mairie, à l'église. Et Bénédicte Dudinchin, vous aimez beaucoup ce temps de fiançailles qui est peut-être aujourd'hui un peu délaissé. Je crois que les fiançailles sont un merveilleux temps pour mieux se connaître, à la fois avoir annoncé autour de soi son projet conjugal et en même temps garder cette liberté. Mais pour que des fiançailles soient pleinement vécues, peut-être dans cette dynamique de liberté, ça nécessite de pas être déjà trop engagé affectivement, physiquement et de garder une distance qui va encore permettre d'arrêter la machine. J'ai écrit un article qui s'appelle « L'illusion du plus beau jour de votre vie ». Le plus beau jour de sa vie, c'est pas le jour de ses noces. Le plus beau jour de sa vie, c'est chaque jour qu'on veut construire après. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quand je vois des gens qui mettent tellement d'énergie pour préparer la journée de leurs noces, alors que j'aimerais qu'ils mettent cette énergie pour préparer les 30 années qui vont suivre. Bénédicte Dudinchin, vous êtes donc l'invité de Tendance Confidence, 8h30, 9h. Nous allons vous retrouver dans quelques instants après cette respiration musicale. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h avec l'invité d'aujourd'hui qui est une conseillère conjugale, s'appelle Bénédicte Dudinchin. Elle est également l'auteur de ce livre qui a pour titre Le couple dont vous êtes les héros, paru aux éditions Casar. Vous êtes également animatrice d'ateliers pour développer l'estime de soi. Quelques mots à ce sujet. Je me suis formée effectivement pour animer des ateliers d'estime de soi à l'école de Jean Montbourquette. Et puis comme j'ai beaucoup d'enfants, on est un peu une famille XXL, dont des ados, et que les ados ont le don d'appuyer sur les zones sensibles, je me suis formée à la gestion de conflits parce que je détestais les conflits. Et si vous aviez des règles à établir pour mieux vivre ensemble, quelles seraient-elles ? C'est exactement comme au foot. Si on ne connaît pas les règles du jeu, c'est difficile de comprendre ce qui se passe sur un terrain. Si je sais que l'autre est toxique pour moi, je peux m'en protéger. Ce matin, je recevais un homme qui disait à sa femme « Je ne suis pas ta poubelle à émotions ». Je lui dis « Cher monsieur, qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas jeter des choses dans une poubelle ? On met un couvercle. Comment est-ce que vous mettez, vous, un couvercle pour ne pas absorber toutes les émotions de votre femme ? Ça, c'est votre responsabilité. » Et sur les frontons des monuments publics, nous pouvons trouver ces trois mots bien connus, liberté, égalité et fraternité. Est-ce qu'il y a l'un de ces mots qui vous apparaissent plus difficiles ou délicats à vivre au sein du couple ou au sein de la famille ? Moi, j'aime bien la notion d'équité. En tant que mère de famille et puis surtout membre d'une famille de 7 enfants, la notion d'égalité ne me parle pas du tout parce que ce qui est bon pour moi n'était pas bon pour les autres et inversement. Mais la notion d'équité, je la trouve extrêmement pertinente. C'est donner à chacun le meilleur pour lui et ce dont il a besoin. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a cette espèce de mirage d'égalité qui est devenu de l'égalitarisme.
Moi, je le vois typiquement dans les relations hommes-femmes où les femmes se sont énormément imposées. Je crois que nous, les femmes, on est très fortes, on a beaucoup de talent, on est capable de penser à beaucoup de choses en même temps, on a des compétences assez extraordinaires, mais on a peut-être pris beaucoup de place, que certains hommes ont été bien contents de nous laisser toute cette place, mais qu'aujourd'hui, finalement, cette égalité nous fait souffrir. Nous avons parlé du mot d'équité à l'instant. Que vous inspire ce mot de fécondité lorsqu'on parle du couple, lorsqu'on parle d'une personne ? Je crois que nous portons tous une fécondité en nous. C'est dans la nature de l'homme d'être fécond. Vous avez raison, chaque relation interpersonnelle est féconde. Moi, j'ai toujours à apprendre de quelque chose, d'un regard, d'un endroit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gratitude. Donc, je crois que tout peut être fécondité, à condition peut-être d'être aidé à l'accueillir, à l'accepter ou à le voir, parce qu'on a des filtres déformants. On a peut-être des filtres déprimants, des filtres inquiets. Vous savez, comme les vieux filtres qu'on mettait autrefois sur les appareils photo pour modifier l'image. Peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver un filtre d'espérance pour accueillir cette fécondité. Est-ce qu'il y a dans votre livre des chapitres qui ont pour cible plus les hommes ou les femmes ? Il n'y a pas de rubrique pour les hommes ou pour les femmes. Et puis, je crois que nous, les femmes, on a une part masculine et que les hommes ont une part féminine. Et en fait, les hommes ont tout autant que les femmes besoin de tendresse. C'est pas vrai de dire que les hommes ont un cerveau qui serait le sexe. Les hommes ont aussi besoin d'être valorisés, ont besoin de compliments. Et ça aussi, ça va jouer même sur, finalement, leur sexualité, leur désir. Donc je ne crois pas qu'il y ait des rubriques pour hommes ou pour femmes, il y a des rubriques pour mieux se comprendre. Il y a des rubriques pour construire le couple que l'on a envie de construire, avec peut-être une question de fond. Quand je vis en couple, je me demande plus est-ce que c'est bon pour moi, mais je me dis est-ce que c'est bon pour notre amour. Alors ça peut paraître romantique, mais pourquoi pas quand on parle aussi de couple, cette dimension de cœur à cœur, mais vous préférez cette dimension d'âme à âme, c'est-à-dire ? Parfois, je vois des gens qui ne prennent plus de temps pour se parler parce qu'ils savent pas quoi se dire. Ou alors, les hommes disent oh, « purée, je vais prendre cher ». Parce qu'en général, le temps chéri pour se parler, ils ont l'impression d'être convoqués par une directrice d'école. Et c'est pour ça que le blabla couple, je donne des pistes. Voilà de quoi on va se parler. Et c'est quoi, finalement, ton compliment préféré ou qu'est-ce que tu détestes dans la vie ou tu m'as jamais dit si t'aimais tel ou tel truc. Parce qu'il y a parfois une illusion dans la vie conjugale, c'est de connaître son conjoint par cœur. Et quand on croit connaître l'autre par cœur, c'est comme si on l'enfermait à double tour dans un carton de déménagement avec du scotch et c'est très très dommage parce qu'on se prive de qui il est en vrai. Alors, un verbe qui est vieux comme le monde, c'est le verbe aimer. Qu'est-ce qu'aimer, selon vous ? En fait, en français, on est un peu pauvre. On dit le chat aime la souris, j'aime le chocolat, Roméo aime Juliette et j'aime ma grand-mère. Donc, si vous parlez d'amour conjugal, l'amour conjugal, ce serait vouloir le bonheur de l'autre. Maintenant, ce qu'on appelle les langages de l'amour, c'est un conseiller conjugal qui s'appelle Gary Chapman qui a identifié 5 moyens principaux qui sont les cadeaux, les compliments, les bons moments passés ensemble, les services que l'on peut se rendre ou la tendresse et la sexualité. Et puis vous écrivez aussi que vivre dans la gratitude diminue de 30% le risque de dépression. C'est quand même pas mal comme traitement et comme feuille de soins à établir. Donc la gratitude, c'est merci. C'est savoir dire merci, c'est reconnaître que j'ai eu un truc trop bien dans ma vie. Vous pouvez l'appeler je kiffe grave. Et aujourd'hui, on propose de faire des journées de gratitude, des journaux, de gratitude. On pourrait faire des journées aussi. Mais reconnaître que ça, je l'ai eu dans ma journée, que ça m'a été donné, que c'était un moment génial, que ça m'a apporté du bonheur. Et me le dire et m'en nourrir, c'est extrêmement bon pour mon moral. Et je pense que ça vaut des antidépresseurs. Vous citez cette phrase, page 12, « Une relation n'est pas basée sur le temps que vous avez passé ensemble, elle est basée sur les fondations que vous avez construites ensemble. » C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent du temps ensemble, il y a des couples qui sont encore hyper fusionnels, mais je suis pas sûre qu'ils aient posé les bases. Et poser les bases, vous savez, c'est comme dans la construction de bâtiments, c'est pas très gratifiant, il faut aller creuser dans la boue, bancher avec des planches, couler du béton, ça se voit pas, on se dit que ça va coûter cher, on comprend pas très bien. N'empêche qu'en cas de menace sismique, on voit tout de suite la différence entre un édifice qui va résister à des chocs et un autre.
Et donc je crois que construire des bases, c'est essentiel pour pas découvrir au bout de 10 ans de vie commune que finalement madame voulait 5 enfants et monsieur n'en voulait qu'un, ou que le rêve de l'un c'est de faire le tour du monde alors que l'autre finalement veut s'acheter une maison à la campagne. C'est être capable de finalement conscientiser son projet de couple et se mettre d'accord sur les fondamentaux. Est-ce que la fidélité pour toi c'est essentiel? Est-ce que tu as une croyance? Qu'est-ce qui te fait très peur? Et ça permet finalement ces bases, quand l'édifice tangue un peu, de se dire mais c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble, c'est dans cette direction qu'on veut aller, et ça aide à durer. Ne pas se coucher sur une colère, c'est votre sentiment aussi? Oui. Et puisque vous me demandiez si je pratique ce que je préconise, c'est peut-être une des choses que je trouve les plus difficiles et en même temps, paradoxalement, les plus utiles. Et je crois que ça tient en 4 mots. C'est pas juste pas se coucher sur une colère, mais c'est tous les soirs se dire 4 mots. Merci. Merci pour une chose que tu m'as donnée aujourd'hui. Pardon pour quelque chose que j'ai pu te faire. S'il te plaît, parce que j'ai une demande importante et je voudrais te la dire. Et puis, je t'aime. Voilà, 4 mots qui permettent finalement de garder ce lien conjugal fort, vivant, sans laisser des gros dangers, non-dits, inquiétudes ou frustrations s'installer. Il faut mieux déminer le terrain au fur et à mesure. Et je vous laisse redire le titre de votre livre dont vous êtes l'auteur, Bénédicte de Dinchin. Je m'invite chez vous avec Le couple dont vous êtes les héros, aux éditions Casar, cahier coach pour entretenir la flamme, à demander à votre libraire. Merci beaucoup pour ce temps accordé à Tendance Ouest pour ces quelques confidences sur le couple. C'était une joie de vous rencontrer, de rencontrer vos auditeurs à travers vous. Dans quelques instants, le journal de 9h proposé par la rédaction. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et ce dimanche, il vous est donné par l'abbé Philippe Hérondel, diocèse du Havre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Podcast by Tendance Ouest.